Salam alaikum, Azul Filawan, bonsoir. Comme disait Jamaldine Benchenouf, justement, je signale que Jamaldine Benchenouf est absent aujourd'hui pour un petit problème de santé. Inch'Allah, Rabbi Jib Shfa pour tout le monde. Et comme d'habitude, donc, chaque samedi, c'est Rétro Info de la semaine. Donc, on va faire un petit récapitulatif de tous les événements de la semaine. Et pour en parler, on a avec nous Badis Khnissa. Badis Aslama, bonjour. Salam alaikum, bonjour Azul Filawan et merci pour l'invitation. Avec nous aussi Boussaad Boussna. Bonjour Boussaad, bienvenue. Bonjour, salam alaikum Azul, merci beaucoup pour l'invitation. Boussaad, c'est la première fois. C'est la première fois. Inch'Allah, c'est pas la dernière. Inch'Allah, c'est pas la dernière. Je suis très enchanté d'être ici pour animer cette discussion avec vous. Merci pour nous aussi. Zoher Ruiz, marhaba, bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, chers téléspectateurs, on va essayer de parler tous ensemble aujourd'hui de quelques sujets quand même qui ont tracé un peu la semaine, donc surtout le gaz de schiste. Le retour de Yahya justement dans son dernier discours à nous parler de gaz de schiste, un discours qui avait quand même soulevé beaucoup de réactions en Algérie et même en dehors de l'Algérie. On a aussi la réconciliation nationale et le 5 octobre. Et pour finir, on va parler de l'agression dont a fait l'objet Rachid Nekez. Donc voilà, on va commencer par le gaz de schiste peut-être. Mais avant tout, on va aller voir les titres d'aujourd'hui. La télévision publique diffuse des images choquantes de la décennie noire. La propagande par l'horreur, par Hassan Wali. HuffPost, gaz de schiste. Bouyahia critique les agitateurs politiques et rassure les Algériens, par la rédaction. Algérie Focus. Après l'agression de Rachid Nekez, le FLN, un parti rongé par la violence, par Rania Arilez. Voilà donc Zoher Ruiz, gaz de schiste. On a vu donc tous ensemble la semaine dernière, donc Bouyahia qui parle de gaz de schiste. Il dit que c'est une solution pour l'Algérie qui traverse une crise sans précédent, on peut dire. Mais bon, l'Algérie a toujours été en crise en vrai. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Yahya n'est pas une provocation près. Donc, c'est une nouvelle provocation qu'il fait en remettant sur la table ce sujet contre lequel toute la population algérienne s'est soulevée pour dire non à l'exploitation du gaz de schiste. Non pas parce qu'elle rejette comme ça dans l'absolu ou que c'était une position de principe, c'est parce que cette exploitation est néfaste avant tout pour la population, pour la santé de la population. Elle est néfaste pour l'équilibre écologique de la région et on voit bien que d'autres pays en dehors des États-Unis, pour d'autres raisons, d'autres pays ont exclu l'exploitation du gaz de schiste. Mais tout cela, Ahmed Ouiahia le sait. Oui, mais par rapport, justement, parlons de Ouiahia. Ouiahia, il qualifie les gens qui tiennent ce discours, justement, d'agitateurs. D'agitateurs, oui. Surtout sur le plan de santé, par exemple, il dit qu'il n'y a aucun problème de santé pour... Mais Ouiahia vendrait d'autres chimères aux Algériens. Et ce n'est pas la première fois qu'il raconte ce genre d'ineptie, pour ne pas dire de mensonge. Des experts se sont exprimés et, à ce que je sache, il n'est pas expert escalité en la matière. Ouiahia est plutôt expert dans la faillite économique d'un pays grand comme l'Algérie, qui avait à sa disposition plus de 1000 milliards de dollars. Il est plutôt expert dans le mensonge et la faillite, plutôt que dans des explications sur ce qui pourrait être bénéfique pour l'Algérie. Et donc tout ça, je disais, Ouiahia le sait, il rajoute, il met sur la table un sujet de discorde, plutôt qu'un sujet de concorde. Et tout son parcours politique est semé de discorde qu'il a semé dans le pays. Alors pourquoi il le fait, on n'en sait rien. Pourquoi il ramène un sujet de discorde supplémentaire? Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont acculés, le régime est acculé, il n'a plus les moyens de financer, on va dire, ils ont même parlé des salaires des députés. Puisque nous sommes sur un déséquilibre, il faut pas moins de 20 milliards de dollars pour boucler le budget de l'État annuellement, en étant sur des dépenses restreintes. Donc, est-ce qu'ils sont acculés? Est-ce une fuite en avant supplémentaire? On le verra bien. Mais en tout cas, tout ce qu'il aura réussi à faire,
c'est soulever de nouveau la population, faire se soulever de nouveau la population, notamment la population concernée. Merci Zoher. Badish, justement, parlant justement des soulèvements précédents, concernant cette affaire, justement, on a vu tous ensemble le nombre de sit-ins, le nombre de manifestations mais on revient quand même à la charge. J'aimerais justement faire un parallèle avec ce qui a été dit concernant le gaz de schiste et je viendrai par rapport au soulèvement et du peuple algérien par rapport au gaz de chasse, absolument, toujours, absolument. Dans le même sujet. Parce que justement, ça ne va pas l'un sans l'autre, si vous voulez. Moi, effectivement, je souligne un aspect, disons, énigmatique sur ce choix aujourd'hui, plus que jamais, ce timing bien choisi de raviver, disons, en fait, le choix du gaz de schiste. Mais au-delà de ça, si vous voulez, j'aimerais qu'on s'attarde plutôt sur, au lieu d'essayer d'analyser la faisabilité, l'étude de faisabilité technique, économique, voire même environnementale, que, comme vous l'avez si bien dit, a été avérée par des études, qu'elles soient à l'échelle nationale ou internationale. Donc on sait très bien que ce choix d'énergie non conventionnelle est un choix quasi impossible à l'heure actuelle, pour des raisons financières, mais également pour des raisons environnementales. Donc la question ne se pose plus, j'ai envie de vous dire, suite à, qui plus est, aux émeutes dans le Sud. Ce qui me renvoie maintenant sur, peut-être souligner sur la rhétorique qu'emploie ce gouvernement, ce régime, aujourd'hui, à travers ce choix. Moi, je dirais, j'en tire deux aspects, deux analyses, deux facteurs très succincts. Le premier, c'est qu'on est dans une politique hybride, une politique, disons, caricaturale, dans laquelle nous avons un Yahya qui exerce une espèce de syndrome du sauveur, du salvateur. On a honoré les fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, on a honoré les retraites, et également le syndrome du pompier pyromane. Voilà. Parce qu'en ravivant justement cet aspect-là du gaz de schiste, comme tant d'autres, comme récemment avec, et on en parlera peut-être par rapport à l'anniversaire de la décennie noire, où il y a eu ces images atroces, ignobles, inacceptables, inadmissibles à la télévision algérienne, on est typiquement dans cette espèce de provocation à outrance, pour peut-être aussi, je dirais encore une fois, aller dans le sens de ce régime, qui est de maintenir le peuple sous pression, sous stress permanent, et alimenter cette diversion. L'Algérien lambda aujourd'hui se demande quand même si ce gaz de schiste, justement, ce ne serait pas une solution, une alternative pour l'Algérie. Mais ça, je pense qu'au-delà de l'Algérie, le monde entier le sait, à part les États-Unis qui ont d'autres aspects, d'autres approches beaucoup plus, on va dire, stratégiques, que je qualifierais plutôt aujourd'hui, disons, d'une énième guerre froide, par rapport à une Russie affaiblie par rapport à ses énergies. Donc il y a une dynamique, il y a une stratégie pour les États-Unis. Donc ce qui fait d'elle un cas à part, et même je dirais un cas d'école dans la géopolitique. Par contre, pour l'Algérie, aujourd'hui, nous sommes typiquement dans un choix de facilité. Disons-le, dans un choix de facilité, dans un choix, je dirais, ce que j'appelle la quintessence du simplisme, à défaut de ne pas avoir des feuilles de route, des réformes, absolument. Un faux choix. Boussad a peut-être une idée sur le gaz de schiste un peu en Europe. On voit par exemple que la France ne veut pas investir là-dessus, que la Norvège, il a décidé cette semaine justement d'arrêter le... La France, tout simplement, c'est vrai que l'idée avait été abordée et en fait, il y a eu un volte-face par rapport à ça. Et on sait très bien que le bassin parisien et en région Île-de-France est très riche justement par rapport à ce gaz-là. Après, forcément, il y a une technologie qui est nécessaire. Et après, l'idée à concevoir, c'est aujourd'hui, dans une dimension un peu plus écologique, quel est le devenir justement par rapport à tout ça, si on se met à exploiter ce gaz-là sans prendre en considération justement tous les aspects néfastes que ça peut avoir par rapport à l'environnement notamment. Oui. Merci. Oui, Zoher, justement, vous avez parlé d'experts, ou Yahya parle d'experts, mais on se rappelle tous qu'est-ce que justement Yahya, comment il a qualifié les experts. Il a dit que Al-Khobara et Al-Hom Garer sont là pour parler, c'est tout. Oui, ça veut peut-être dire beaucoup de choses aussi. Et lui, il est là pour détruire. Il est là pour désorganiser, parce que c'est finalement ça, ce qui a été le bilan des gouvernements successifs qu'a présidé Ahmed Yahya. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit là, c'est une fuite en avant et c'est aussi une façon d'occuper l'esprit des Algériens sur d'autres sujets plutôt que sur les vrais enjeux qui se déroulent sous nos yeux, c'est-à-dire la faillite et plutôt le mur qui nous attend, puisque si on en croit Yahya lui-même,
l'Algérie pourrait être en cessation de paiement dans quelques mois. Donc c'est aussi une façon de détourner l'attention, d'ouvrir un nouveau front qui va occuper l'esprit des Algériens, parce que les Algériens tiennent par rapport à Ahmed Yahya à leur pays et ils ne veulent pas de cette exploitation de gaz de schiste. Donc voilà, il faut aussi se méfier. On parle de quelques 97 milliards de dollars apparemment cette semaine. 97 milliards de dollars qu'on pourrait récolter du gaz de schiste. Qu'est-ce qu'on en ferait? Ils avaient 1000 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'ont-ils fait de 1000 milliards de dollars? Que peuvent-ils faire avec 97? Rien, si ce n'est les gaspiller, les mettre dans la corruption et se les partager avec les copains. Je pense qu'au-delà de quantifier justement le potentiel de ce marché, combien même il faudrait avoir une stratégie marketing et commerciale accrue, agressive face à un mastodonte qui est les États-Unis, rappelons-le, les États-Unis s'y trouvent, pas l'Algérie. Le prix de revient de ce baril est excessivement cher. Donc pour trouver un marché adéquat, ça relève de la mission quasi impossible, donc qu'on se le dise. Donc quantifier qu'il soit à 97 ou 100 ou 200, comme vient de dire, 1000 milliards qui ont été dilapidés, je suis désolé, c'est une goutte d'eau par rapport au potentiel de la diversification économique. Donc on choisit d'aller vers cette espèce de fuite en avant par amateurisme, parce qu'on n'est pas dans la réflexion, on nous a promis mondes et merveilles par rapport à ce programme de Fakhamatouhou, par rapport à certaines réformes structurelles, mais on les attend toujours. Mais à défaut, on essaie d'occuper l'opinion nationale à travers des faux sujets, parce que pour moi, c'est un faux débat. Aujourd'hui, refaire l'évaluation, l'étude, la faisabilité du gaz de schiste, pour moi, est une perte de temps considérable, et ce temps-là qu'on n'a plus aujourd'hui. Zoher, justement, vous représentez Jil Jadid. Comment, justement, dans le Jil Jadid, vous voyez une alternative, une issue à tout ça? Si on ne peut pas exploiter le gaz de schiste, si le pétrole aujourd'hui ne marche pas, qu'est-ce que vous proposez? Le premier verrou, ce qui bloque toute évolution, c'est le caractère politique de la crise. Il faut en sortir de cet autoritarisme et installer à la tête des institutions des femmes et des hommes élus démocratiquement et de façon légitime. Ces hommes et ces femmes viendront à la tête de ces institutions sur la base de programmes. Et ce sont les programmes économiques qui se mettront en place, un peu comme on peut le voir dans n'importe quel pays normal, j'allais dire. Mais vous pensez que ce régime est prêt à faire cette concession justement pour ce peuple? Il ne va pas faire cette concession. Sinon, oui. Il faut une mobilisation, il faut que les Algériens se mobilisent sur ce type de sujet, comme on a pu le voir. Vous savez, avec Jil Jadid, on a mené une campagne cet été sur l'application de l'article 102. Une campagne qui consistait finalement juste à expliquer quels étaient... Aller à la rencontre des citoyens. Voilà, oui. Ce qu'est l'article 102, quels étaient les enjeux et ce que ça pouvait apporter. Cette campagne a été accueillie plutôt positivement et le sujet a été mis sur la table. Il faut que les Algériens se mobilisent davantage sur ce type de sujet. Mais l'alternative n'est pas le faux débat, le faux sujet sur le gaz de schiste. Il faut revenir aux fondamentaux de la crise. Il y a une crise politique et lorsque l'Algérie se sera débarrassée de ce type d'énergumènes qui finalement ne sont experts qu'en faillite économique, elle pourra espérer engager de vraies réformes qui permettront au pays de diversifier finalement sa production et ne plus dépendre, comme on dépend aujourd'hui des hydrocarbures. Vous savez que l'effet yo-yo du baril donne du souffle ou coupe le souffle à l'Algérie à chaque fois. Et donc il faut sortir de cela et il y a tant de choses à faire sur les énergies renouvelables. Enfin, nous sommes dans un pays du Sud et on ne pourrait pas exporter ce type d'énergie. L'agriculture, il y a des potentiels, sauf qu'il n'y a pas de volonté politique. La volonté politique est plutôt de rester sur des contrats négociés avec des entreprises étrangères dans lesquelles on peut prendre des commissions, de tuer la production interne et de verrouiller toute possibilité de production à l'intérieur du pays, de tuer tout le vrai patronat, j'allais dire, et pas ce patronat comique qu'on connaît et dont Ahmed Yahya est le copain. Donc voilà, c'est tout cela, mais ça ne peut advenir que si, une fois que l'Algérie se sera débarrassée
de ce type d'autoritarisme. Merci Zohair. Badis, pour clore avec ce sujet. Rapidement, vous avez parlé d'alternatives. Je ne peux pas m'empêcher justement par le fait que je sois aussi Vous membre êtes du proche comité central. de- Je suis membre du comité central avant toute chose du Al parti Hurriyat. Al Hurriyat, qui est présidé par Ali Ben Fliss, l'ex-chef du gouvernement. Rapidement, parce que le sujet est très long et je pense que même dédier une émission ne serait pas suffisant pour parler d'alternatives des uns et des autres et des programmes politiques. Mais ce que je peux retenir aujourd'hui, c'est que effectivement, nous avons besoin de revenir vers la légitimation, enfin, la légitimité des institutions. Les institutions, par quel levier on pourra le faire, si ce n'est que de remettre un peu le pays sur les rails. Comment ? À revenir justement vers des dispositifs, des mécanismes, disons, standards. Nous ne demandons pas la Lune. Aujourd'hui, nous avons besoin de mettre des automatismes politiques à travers des programmes, à travers des élections propres, transparentes, à travers une commission qui n'est pas aux ordres justement du président et de son clan, mais plutôt aux ordres du peuple. Que le peuple devienne un peu le centre du débat, qui devienne aussi maître de son avenir et de son devenir, et puis surtout sortir de cette politique des comptations. On est en plein dedans, c'est-à-dire on est dans un plein déni de réalité dans lequel il nous mène fatalement, je dis bien fatalement et assidûment, sur les pas du Venezuela. Nous avons une projection factuelle aujourd'hui de ce que peut être l'Algérie si rien n'est fait en temps et en heure, c'est-à-dire dans l'absolu. On rappelle juste que le président vénézuélien est de retour aujourd'hui à Alger pour la 3e fois dans le même mois. Je ne sais pas qu'est-ce que cela Écoutez, c'est un très bon consultant, je pense, vis-à-vis d'une espèce de projection. Donc on a besoin d'avoir un feedback, une espèce de retour d'expérience, j'imagine. Enfin, je dis ça sur le ton de l'ironie, bien évidemment. Mais on a besoin plus d'investisseurs que de chefs d'État. Oui. Absolument. Alors on passe peut-être au deuxième sujet qui est donc réconciliation nationale. Et on va le traiter avec le 5 octobre aussi, 88. On va peut-être commencer par la réconciliation nationale. Donc, on a fêté l'anniversaire cette semaine, sauf que la télévision algérienne avait fêté ça d'une manière très, très choquante. Des images qui ont fait provoquer beaucoup de réactions, et sur les réseaux sociaux, et sur, enfin, partis politiques, je parle surtout de Jil Jadid. Je ne sais pas votre parti, est-ce qu'elle a fait une condamnation par rapport à tout ça, mais on va en parler justement. Zohair, réconciliation nationale, est-ce que le peuple s'est vraiment réconcilié avec lui-même, avec l'État, avec les islamistes? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? On ne peut pas dire. Vous savez, les plaies sont béantes encore. Et il n'y a pas eu un processus, comme on a pu le voir par ailleurs dans le monde, justice et vérité par exemple, ou un peu comme le fait la Tunisie. L'Afrique du Sud l'avait fait, effectivement, et la Tunisie est en cours. La réconciliation nationale a été décidée par l'État de manière un peu directive et autoritaire et a été imposée et proclamée et consacrée. Quand bien même on a fait ça avec un référendum qui, je ne pense pas que les résultats du référendum étaient exactement ceux-là, mais on peut penser que les Algériens ont quand même validé assez majoritairement ce dispositif-là, parce qu'ils en avaient aussi assez de toutes ces violences et voulaient aussi tourner la page et passer à autre chose. Mais pour autant, ils avaient encore besoin de savoir ce qui s'était passé, ils avaient encore besoin de justice. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas où sont passés leurs proches, qui n'ont aucune nouvelle, et qui n'ont rien, ils n'ont ni corps, ni nouvelles, ni absolument rien. Il y a encore beaucoup de gens en Algérie qui ont été violentés d'une manière ou d'une autre par des personnes qui aujourd'hui se baladent devant eux et parfois les narguent. Et on l'a vu à la télévision, et qui ont été reçus par Ahmedou Yahya lui-même à la présidence de la République. Donc, en tant qu'homme d'État, en tant que responsable politique, probablement, en tout cas, plus important que des partis politiques légalement agréés, par exemple. Donc tout ça me laisse un peu dubitatif. L'Algérie a vécu une période très difficile. Les Algériens en ont tiré des conclusions, je pense, et je l'espère, en tout cas sur toutes ces aventures et puis tous ces faux débats qui ont amené à tant de violence. Voilà. Maintenant, le fait que la télévision le traite de la façon dont elle l'a traité, oui, évidemment, c'est choquant, et Jil Jadid a eu à réagir.
ça aussi c'est une autre façon, de faire du chantage sur la population, pour lui dire que finalement c'est nous qui vous avons amené la paix et pouvons vous protéger, mais c'est aussi une autre façon de brouiller les pistes et de créer aussi des débats inutiles dans le pays, justement pour que les Algériens ne se concentrent pas sur les vrais sujets. Les vrais sujets comme par exemple l'application de l'article 102 qui a été mis en débat. Et donc pour sortir, pour détourner un peu l'attention sur ce type de sujet et la disparition du président de la République depuis plusieurs années, eh ben on ouvre des chantiers, on ouvre le gaz de schiste et puis on projette des photos ahurissantes aux Algériens. Badis? Écoutez, sur la réconciliation, je dirais que dans sa forme originelle, c'était quelque chose, disons, qui pouvait avoir un levier ou une espèce d'issue convenable et dans l'absolu nécessaire pour pouvoir sortir justement de cette décennie noire dans laquelle, rappelons-le, des centaines de milliers de nos concitoyennes et concitoyens ont péri dans des manières les plus atroces et inimaginables. Donc, dans sa forme originale, effectivement, elle est une nécessité. Maintenant, ce qu'on en a fait par la suite, effectivement, ce devoir de mémoire est quelque chose de nécessaire, de vital. Les gens ne peuvent pas oublier. Les plaies ne sont pas encore cicatrisées, ne cicatriseront jamais. Donc, mais il y avait un travail je dirais, de rétablissement de certaines lacunes, certaines carences que représentait cette proposition, je dirais, qui a été entérinée par la suite, effectivement, comme on le sait très bien, par un référendum. Et de mémoire, c'était plus de 90%. Mais je dirais que peut-être on a entériné cette décennie noire à travers une législation, une loi qui a justement permis le pays d'avancer et aller de l'avant, mais nous n'avons pas fait le travail en profondeur qui est de rendre justice, autant que faire se peut, bien évidemment, et puis que les principaux protagonistes de cette hécatombe qu'a connu le pays et qui, d'ailleurs, finalement, est aussi un peu la source de toutes les problématiques que nous vivons aujourd'hui, qui a fait reculer le pays de quelques décennies en arrière. Rappelons-le, nous avons connu ce que les pays arabes ont connu une quinzaine, une vingtaine d'années plus tard. Ouais. Maintenant, pour les images qui ont été effectivement relayées, et puis à travers un reportage quasiment bien ficelé, bien structuré, à travers la chaîne. Plusieurs reportages apparemment, c'est pas un seul. Absolument. Après, vous savez, c'est un peu ce qu'il en découle, si vous voulez. Le maître d'ordre est orchestré par la chaîne, bien évidemment, nationale algérienne, et par la suite, tous les médias, disons, d'obédience vont faire de même dans une espèce de dynamique de surenchère et bien sûr d'aller dans... Rappelons-le, c'est que la charte, justement, de la Constitution nationale interdit tout cela. Absolument. De parler justement de cette manière. Ils sont en opposition avec un article justement de la loi de la Charte nationale qui justement interdit toute instrumentalisation justement de ces exactions et de ces atrocités qui sont produites par le passé. Donc, mais on n'est plus à ça près, hein, vous savez. Mais la loi, comme on le sait, en Algérie, elle est faite pour les Algériens, mais jamais pour les dirigeants. C'est vrai. Eux édictent des lois pour que nous soyons soumis à ce type de dispositions, mais certainement pas eux. Autrement, ils n'auraient pas violé la Constitution, ils ne l'auraient pas modifiée juste pour s'octroyer des mandats illimités et puis après revenir pour bloquer les autres sur les mandats. Ils ne reviendraient pas sur la planche à billets, ils ne reviendraient pas sur le gaz de schiste et d'autres sujets. Vous savez pourquoi? D'ailleurs, je rappelle que ce matin, justement, par rapport à ces reportages, il y a des activistes, des hommes politiques qui se sont réunis. C'était prévu un sit-in ce matin devant l'Arabe, mais bon, il y avait beaucoup plus de policiers que de... Donc voilà. Mais juste pour rebondir rapidement sur le fait que ce gouvernement, finalement, a une attitude très large et une liberté très accentuée, notamment par rapport aux lois, et ils refont les lois, et bien évidemment, elles sont applicables qu'aux faibles, finalement, parce que le peuple est considéré dans l'équation comme un élément faible. J'irai plus loin. Le peuple, aujourd'hui, a été dématérialisé. Le peuple algérien. C'est-à-dire il est devenu, en fait, un des citoyens de seconde zone auxquels nous aspirons à marginaliser, à essayer de stigmatiser à travers des lois. Il y a un peu de démissionnaire aussi, hein. Il y a de la lassitude, il y a aussi une certaine distance par rapport à ce qui pourrait, peut-être du point de vue d'un certain nombre d'Algériens, créer de nouvelles difficultés.
Voilà. Et puis, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, c'est ça, je crois. Donc, il y a eu quand même beaucoup de violence dans le pays et je pense que voilà, c'est une... Ce n'est pas une démission. C'est une façon de regarder un peu comment se déroulent les choses, de reprendre confiance. Et puis, on ne peut pas non plus jeter la pierre aux Algériens quand on voit comment un certain nombre de partis politiques ont porté un discours d'opposition et porté des espoirs et comment ils ont finalement trahi cet espoir-là et se sont retrouvés dans les travées du pouvoir. Donc, il y a pas mal de choses, pas mal d'éléments qui font que les Algériens ont besoin d'avoir confiance. Cette Bien lassitude, sûr, justement, rapidement. on se pose des questions. Pourquoi c'est la lassitude? Pourquoi c'est la démission? Pourquoi je dirais pas que le peuple algérien aujourd'hui est dans une dynamique démissionnaire par rapport à la politique. Il a été tout le temps politisé et il le sera toujours. Parce qu'il a perdu confiance. C'est que la lassitude, elle émane justement du manque peut-être ou d'absence d'offres politiques, tout simplement. Que finalement les politiques qui sont en face sont tout sauf qui répondent à leurs attentes. Et ils sont tous sauf justement l'exemple qu'ils aspirent, à quoi ils aspirent. Ils sont tous sauf justement les promesses à laquelle ils ont tenu en campagne électorale et auxquelles ils ont failli par la suite. Donc il y a une déception, il y a un ras-le-bol, il y a même je dirais une déroute en profondeur qui a fait qu'aujourd'hui, l'Algérien lambda ne s'intéresse plus. Et je pense que les processus électoraux, notamment législatives récemment, ont démontré qu'il y a vraiment une espèce de distance abyssale entre justement le peuple algérien et les prérogatives des politiques. Mais bien évidemment, en essayant de rétablir cette confiance in fine, nous pourrions peut-être éventuellement, à travers des programmes, à travers un consensus, à travers une transition démocratique, politique, apaisée, consensuelle, pouvoir recréer cette confiance. Mais moi, j'aimerais juste revenir rapidement sur, si vous le permettez, sur les images qui ont été relayées sur les médias. Moi, j'aimerais apporter aussi une analyse peut-être supplémentaire sur la finalité. Parce qu'effectivement, on a parlé peut-être de l'espèce de chantage. Mais au-delà du chantage, vous savez que cette sémantique qu'emploie aujourd'hui le gouvernement algérien, notamment Yahya, qui a d'ailleurs légitimé ces images par la suite, à travers une déclaration. Oui, il a remercié la télévision. C'était tout à fait normal. Mais je considère que c'est à double tranchant. Quand je parlais tout à l'heure de ce syndrome du pompier pyromane, on y est dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers ces images, vous pouvez aussi raviver les vieux démons. Vous pouvez aussi peut-être raviver les violences face à cette injustice que certains n'ont jamais connue, que certains peut-être ont ce sentiment d'impunité, et d'autres ont connu vraiment une injustice abyssale. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on est peut-être aussi dans une espèce de hypothétique tentative de déstabilisation, d'occuper le peuple algérien vers des violences, parce que quand vous mettez un parallèle avec le gaz de schiste, vous êtes dans une dynamique de violence, ou de création de violence du moins. Oui. Et donc, peut-être, ce que je disais tout à l'heure, une espèce d'approche, disons, de diversion, si je peux mais qui est condamnable, attention, parce que là, on parle vraiment de violence. Si je peux me permettre d'intervenir, on peut quand même faire un parallèle peut-être avec ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est l'enjeu et les pouvoirs des médias. Et ne serait-ce que sur le traitement médiatique d'un acte terroriste ou des choses qui sont passées. Après, je vous rejoins, forcément, toute réconciliation doit passer par un sentiment de justice. Et je vous rejoins sur vos propos sur le principe aujourd'hui les médias ont justement un rôle de pouvoir instrumentaliser, de raviver certaines choses et justement de dire bah voilà, aujourd'hui il y a telle crainte, mais on est là pour vous protéger. Je peux faire le parallèle avec la France. Quand on est dans une campagne politique, on doit élire un président et que du coup il y a un attentat et on essaie justement d'afficher une certaine représentation de la diaspora, d'une pratique religieuse ou d'une communauté, donc on est dans de la stigmatisation, on est dans de l'amalgame. Et l'idée, c'est que ça permet en même temps de faire oublier son quotidien, de faire oublier les soucis d'emploi, les soucis qu'on peut rencontrer à l'école. Et on peut dire qu'effectivement, c'est un levier. C'est un levier qui permet de détourner un peu l'opinion publique. Oui, voilà. Ça a toujours été à leur force. Oui, de détourner l'opinion publique. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple, qu'il soit français ou algérien, a un détachement par rapport à ce qui se passe. Et moi, je pense qu'il faut vraiment s'interroger plutôt sur aujourd'hui le rôle du politique. Le rôle du politique sur ce qui retranscrit et justement sur cette capacité à avoir un programme politique qui correspond à la collectivité, au groupe et non pas à des trajectoires individuelles et à justement qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre le pouvoir et après m'en servir comme levier sur mes propres intérêts. Et donc ça, je pense que ce questionnement, il peut être universel.
il peut être universel. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut rencontrer dans différents pays plutôt une crise politique qu'une crise des peuples qui effectivement n'ont plus confiance en leurs hommes politiques parce qu'il y a tous ces sentiments qui se retranscrivent. Oui, Zohair, vous avez quelque chose à rajouter, mais Oui. j'ai une question aussi, c'est qu'aujourd'hui, la génération, les Algériens d'aujourd'hui, la génération, enfin, qu'on prend un Algérien aujourd'hui de 25 ans, il n'a pas vécu tout ça. Et sincèrement, quand on voit sur les réseaux sociaux, quand même, ça nous permet de comprendre un peu comment ça marche la société. On voit que les jeunes ne réagissent pas par rapport à, ils n'ont pas vraiment réagi par rapport à la réconciliation nationale. Ils Oui, veulent parce peut-être que- autre chose, ils veulent oublier, ils veulent passer à autre chose. Certainement, certainement. Et puis, bon, c'est aussi l'effet nouvelle génération, jeunes, etc. Mais enfin, ça reste quand même dans la mémoire collective. Hein. Ceux qui avaient allé jusqu'à 10 ans à l'époque, effectivement, sont adultes et majeurs, mais tout ça reste encore assez vivace dans la mémoire. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on peut penser qu'il y a et je suis d'accord avec Badis, il n'y a pas de démission de la population, il y a une certaine distance. Pour autant, quand un parti politique comme Gilles Jadid, par exemple, le fait assez régulièrement, va sur le terrain, va dans les cafés, dans les parcs, dans les rues, rencontrer les gens sont parfaitement au fait de la situation et des enjeux du pays. Ils sont parfaitement, ça a été dit, ils sont politisés, ils comprennent absolument bien comme il faut les enjeux. Et je pense qu'il faut continuer ce travail-là. Et si d'autres partis le faisaient aussi, c'est tout ce travail qui est de la responsabilité des partis politiques pour qu'ils vulgarisent un certain nombre de sujets, pour que les Algériens se reprennent un peu confiance et puis prennent en main aussi leur avenir. Parce que rien ne se fera juste avec les partis politiques. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Ce n'est pas la seule responsabilité des partis et des rares militants qu'ils peuvent avoir. C'est une responsabilité collective. Si les Algériens ne prennent pas en main ce type de sujet qui conditionne leur avenir, eh ben, on n'en fera rien. On restera devant les plateaux et dans les réunions à expliquer les enjeux et les malheurs du pays. Oui, sur la question de la jeunesse et sa perception par rapport justement à la réconciliation et éventuellement la décennie noire qu'elle n'a pas connue. Moi, je dirais que de toute façon, fatalement en Algérie, il y a eu toujours ce conflit intergénérationnel depuis la nuit des temps. Nous savons que ce soit les gens qui ont connu la décennie noire ou même la future génération qui est venue après. Donc, pour un pays qui a plus de 70-12% de jeunes, moins de 35 ans, je pense qu'il est grand temps de faire confiance à cette jeunesse. Cette jeunesse, pourquoi en fait aujourd'hui elle est détachée? Parce que tout bonnement, tout simplement, elle est orientée vers l'avenir. Elle regarde un avenir, elle essaye de se construire dans sa personne d'abord et voir l'avenir dans toute sa dimension. Aujourd'hui, nous avons malheureusement, j'irai plus loin, des jeunes qui aspirent plus à faire le harga, à être clandestins dans des pays occidentaux, oui, que de construire un avenir collectif dans leur propre pays. Et malheureusement, j'irai encore plus loin, on connaît des tragédies aujourd'hui à travers ces tentatives, je dirais, d'immigration vers l'Europe, notamment vers le flanc sud, où nous avons des morts et des morts tous les jours. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience de cette problématique. Et chaque, je pense, âme et chaque vie qui a été perdue dans ces tentatives est la responsabilité de ces politiques. Parce qu'aujourd'hui, ces politiques, au-delà de leur détachement, de leur mépris, ils devraient mieux, à minima, d'essayer de penser vers une alternative, vers justement passer le flambeau et aller de l'avant. Justement, ça nous amène à parler d'un autre sujet, donc du 5 octobre 88. On peut quand même dire aujourd'hui que les mêmes conditions qui régnaient à l'époque, en 88, sont là aujourd'hui. Une crise économique, des partis politiques qui ne sont pas là, qui ne parlent pas. Il y a, le champ médiatique est fermé, le champ politique est fermé. Il y a quand même beaucoup de ressemblances. Oui, on peut penser effectivement que les mêmes ingrédients sont là en action et qu'on pourrait, d'une minute à l'autre, voir le pays basculer. Mais vous, comme d'autres qui sont assez attentifs, le savent très bien, l'Algérie connaît des émeutes très régulièrement, et dans tout le pays. Al-Bayad, en ce moment d'ailleurs, je pense qu'on a perdu 3 concitoyens. Ain Beda, oui. Il y a 2-3 jours. Absolument. Et donc, oui, les ingrédients sont là et le régime qui est de nouveau acculé parce qu'il n'a plus les moyens
de sa politique, qui consistait à faire taire tout le monde et à distribuer la rente, et puis à faire bien prospérer la corruption plutôt que le produit intérieur brut de l'Algérie, se retrouve dans une situation de blocage. Et c'est la raison pour laquelle vous avez comme ça quelques sujets qu'on a évoqués ici, qui sont sortis, les images de la télévision, l'instrumentalisation des médias, pardon, le gaz de schiste, et d'autres sujets vont ressurgir justement pour capter l'attention sur de faux sujets et essayer, autant que faire se peut, de gagner du temps. Sauf que l'Algérie n'a plus de temps. On le dit depuis à peu près 2-3 ans qu'on en a pour 24 mois à cette vitesse-là. Et donc les réserves de change, on va les épuiser assez vite, dans 14-16 mois. Et puis... le fonds de régulation de recettes l'est déjà. Le fonds de régulation de recettes a été siphonné, donc c'est terminé. Donc quand bien même on fait croire qu'en faisant tourner la planche à billets, on va régler la situation, mais on ne va rien régler. Parce qu'avec quoi nous allons importer une fois que nous aurons épuisé les réserves de change? Ce n'est pas avec les dinars algériens qu'on va aller payer nos importations. Donc tout cela va s'arrêter à un moment ou à un autre. Et donc plus nous avançons vers ce tunnel, vers ce trou noir, plus les conditions de révolte, de déstabilisation vont se mettre en place. Et effectivement, il n'y a pas de raison, il n'y a pas un coup d'arrêt à cette situation, il n'y a pas de raison que les Algériens ne se soulèvent pas, parce que les produits de première nécessité, on ne pourra plus les subventionner. Déjà, on a réduit la liste des produits subventionnés, on a augmenté les prix, et en augmentant les prix, des produits deviennent inaccessibles. Les produits devenant inaccessibles, la production va chuter. La production qui chute, c'est le chômage, et ainsi de suite. Et nous rentrons dans un cycle qui va être celui-là et qui va se terminer avec de la violence. Badis, donc, comme je disais à Zohir, dépendance totale des hydrocarbures, chômage, absence de la justice, fermeture presque totale du champ médiatique et politique, l'absence de la légitimité citoyenne, 29 ans après. Écoutez, vous avez parlé de similitudes avec justement les événements tragiques qu'on a connus le 5 octobre 88. Et j'irai plus loin en faisant peut-être une espèce de comparaison analogique avec les deux événements. À un détail près, vous avez une espèce de différenciation entre les deux événements, malheureusement. Pour le premier, il faut peut-être revenir et faire la genèse un peu de ces événements et revenir peut-être faire une rétrospective en 86. Nous avons eu les effondrements du baril de pétrole et simultanément avec le taux de change du dollar, ce qui a fait une répercussion considérable sur les revenus pétroliers de l'Algérie à l'époque, qui étaient chiffrés à plus de 40%, ce qui est juste significatif et inacceptable. Et pour un pays qui plus est rentier et qui est dépendant justement de l'énergie fossile. Mais vous aviez ensuite en 88 des émeutes, effectivement, mais c'était des émeutes politisées, des émeutes au-delà d'avoir un rejet justement, un rejet envers la gouvernance, envers le parti politique unique, historique, qui est le FLN. Donc vous avez vraiment un rejet politique. Mais à cela, il y a eu systématiquement, et M. Chadli Benjdid, Allah a le mérite au moins de l'avoir fait, a eu une espèce de cette intelligence de répondre favorablement à certaines aspirations, et notamment cette diversification, le pluralisme et le multipartisme. Donc ce que j'appellerais moi une espèce de laboratoire démocratique, on a essayé d'instaurer un processus démocratique, certes morné, qui a duré de 88 à 92, on connaît l'issue après le 92 et législative avec le fils, mais au moins qui a répondu favorablement, et d'ailleurs un discours juste avant le 5 octobre, le 3 octobre de mémoire, il a tenu pour responsable tous les gouvernants, tous les responsables politiques de cette débandade et cette crise sociale. Maintenant, quand je dis à une différence près par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui nous avons un système, un régime en face de nous qui est stoïque, qui est inerte, qui ne répond à aucune demande, à aucune, je dirais, donc la doléance. situation est plus dangereuse qu'en 88. Elle est encore plus dangereuse parce que vous avez une causalité mécanique, tout simplement. C'est-à-dire que cet excès, ce dégoût,
ce ras-le-bol va s'exprimer tôt ou tard via justement des émeutes, nous aspirons tous, je pense, en parti politique et dans nos programmes, à la stabilité. Ceci étant, je pense qu'au bout d'un moment, comme le disait si bien Yahya dans son jargon qui maîtrise bien, le moussou sallallahu. Donc il ne faut pas que il advienne aussi pour le peuple algérien, parce qu'à ce moment-là, on sera dans des dimensions très désastreuses. Oui, mais Zohir, je ne sais pas, 88. Les événements d'octobre 88 nous ont quand même permis de connaître quand même une petite ouverture qui était magnifique d'ailleurs, avec l'avènement du gouvernement, comment on l'appelait, gouvernement Barnamj Mouloud El-Hamrouch. Donc quand même il y avait un changement sur tous les plans. Si on parle par exemple de la télévision, on va vous montrer quelques images d'ailleurs. Comment il y avait des débats entre Abbassi Madani, Mahri, tout le monde, toutes les formations politiques étaient là, s'exprimaient dans une démocratie belle. On ne voit pas ça aujourd'hui. Oui, parce que ça a été rappelé, effectivement, ça a été une parenthèse qui a été vite refermée parce que le régime n'était pas du tout intéressé par une ouverture démocratique. Parce qu'une ouverture démocratique signifiait son départ illico presto, certes de manière démocratique, mais on allait vers un vrai changement. Et donc aujourd'hui, on n'a pas la même chose parce que le régime ne souhaite pas cette ouverture, il ne souhaite pas l'alternance, il ne souhaite pas partir. Il a de gros intérêts à se maintenir en place. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que on peut comparer les deux situations. Effectivement, il y a eu une ouverture, la parenthèse a été vite fermée parce qu'il n'y avait pas de volonté politique. Le gouvernement des réformes, voilà, on l'appelle comme ça. Oui, celui de Mouloud Hamrouch. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même configuration. Ce régime-là a d'ailleurs s'est autoproclamé comme étant vainqueur du terrorisme, alors que le terrorisme continue encore à ce jour en Algérie. Il s'était autoproclamé vainqueur du terrorisme et il considère un peu comme ceux qui ont pris le pouvoir après l'indépendance. Ils ont apporté l'indépendance. C'était pour eux tout à fait normal de prendre le pouvoir et d'en jouir à leur convenance. Et ils ne comprenaient pas, ils ne comprennent toujours pas pourquoi est-ce qu'ils devraient partir et laisser la place. On va regarder quand même ces images donc d'après octobre 88 sur la télévision algérienne. هل حزب التجديد الجزائري حزب سياسي إسلامي أم أنه حزب سياسي يأخذ من الإسلام ما يراه مناسبا لبرنامجه؟ شكرا. قضية هوية حزبنا حقيقة حزبنا انطلق من معطيات إسلامية. إذا نحن نعتبر نفوسنا نعتبر هذه الأفكار مستمدة من الإسلام وهدفنا السياسي وهو في الحقيقة الوصول إلى إنشاء أهلا وسهلا بكم سيدتي سادتي في هذه الحصة الجديدة في هذا العدد الجديد من نظرة على الأحداث في أجواء التحضيرات للانتخابات التشريعية القادمة دائما وفي مرحلة ما قبل الانتخابات هذه. الحصة تقترح عليكم اليوم عددا متميزا وخاصا. كانت الفكرة في بداية الأمر مجرد فكرة صغيرة حاولنا أن نجسدها. اتصلنا بالسيدين عبد الحميد مهري والسيد عباسي مدني وكان هذا اللقاء وكان هذا الحضور في الاستوديو. نرحب إذن بضيفينا السيد عبد الحميد مهري الأمين العام لجبهة التحرير الوطني والسيد عباسي مدني رئيس والناطق الرسمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ. لكن الذي حدث أن الحكم أراد أن يبقى رغم أنف الشعب بدليل نحن نذكر للنظام أن الانتخاب كان حرا ولكن بعد أن ظهرت النتيجة صلاحيات البلديات أخذت وأعطيت للدائرة وهذا تزييف بعد الانتخاب. ومن هنا طرحنا المشكلة. من يدرينا أننا إذا ذهبنا ولو نذهب بأغلبية ساحقة إلى البرلمان تسحب صلاحيات البرلمان وسيقيد بكل القيود الدستورية
ولذلك فإن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تطرح قضية الرئاسة وضرورة تغيير الرئيس. الرئيس هو مسمار جحا في مشكلة سياسية. ما لم يتغير الرئيس بن جديد وما لم ينتخب رئيس جديد لا تحل المشكلة السياسية أبدا. رأي حزب، لكن في البلاد رأي آخر. هناك رأي أن من صالح البلاد أنها يتم فيها التغيير خطوة بعد خطوة. ولما ذكرت الانتخابات البلدية وتعرضت لصلاحية البلديات. Et voilà, donc comme on voyait, donc il y avait le débat. Aujourd'hui, on ne voit plus ce genre d'image à la télévision algérienne, plus de débat, il n'y a que de la propagande. Vous avez montré les images d'un grand homme pour moi et une référence politique qui est Abdelhamid Mahri. Abdelhamid Mahri avait dit une fois que la démocratie qui a besoin d'un char est une démocratie malade. Moi, je lui réponds aujourd'hui, en 2017, que nous sommes dans une situation pire que la précédente. Nous sommes face à une démocrature. Elle est plus tendancieuse, elle est plus pernicieuse, que ce régime a su exploiter à bon escient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à un régime qui prône une démocratie de façade avec une dictature autoritariste pour pouvoir pérenniser ses acquis et bien évidemment ses apports claniques. Votre commentaire, Zohar? Oui, il n'y a plus de débat de ce type. Ça, c'était des débats qui étaient initiés parce qu'après l'ouverture, il y avait un processus électoral. Donc, il y avait des débats contradictoires concernant autour des élections locales et puis législatives. Aujourd'hui, il n'y a plus ce type de débat parce que le régime a tué dans l'œuf toute velléité d'expression libre. Et il n'est pas intéressé par cela parce qu'il sait qu'il y a un tel pouvoir de la télé, parce qu'elle est regardée aussi. Elle peut avoir un tel impact sur la population que ça pourrait changer la donne. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous êtes Al-Maghribia contraint de rester à l'étranger et non pas de travailler directement en Algérie. Ça fait partie de ces raisons-là. Et les seuls débats que s'autorise le régime pendant les élections, c'est s'écouter lui-même. Et donc, ce type de débat n'intéresse pas du tout les Algériens. Ils se détournent complètement de la télévision algérienne, mais ça ne dérange en rien le régime. J'irai plus loin, en fait, au-delà de la liberté d'expression aussi, dans un exercice de politique d'opposition, je pense qu'on fait partie l'un et l'autre de partis d'opposition, notamment ce qui me concerne, c'est que nous sommes dans une situation qui est désastreuse aujourd'hui. Vous êtes face à un régime qui exerce une espèce de galvanisation envers toute initiative ne serait-ce que d'avis qui divergent de leur avis. Donc, c'est-à-dire on n'est plus dans un exercice dit standard d'opposition. Ça qu'on se le dise pour que les gens comprennent pourquoi parfois les choses peuvent paraître faciles de façade, mais qui sont très difficiles. Merci Baptiste, on arrive quand même au dernier sujet. On va quand même essayer de traiter un peu le sujet des attentats, un peu le terrorisme, un peu surtout en Europe, en Occident. On a vu un attentat, je pense, à Marseille, à Paris. Aux États-Unis aussi. Donc, Boussna, vous avez écrit un livre, je rappelle, Ces immigrés. Ces enfants d'immigrés qui réussissent. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire justement par rapport à ce sujet? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ce sujet est plus qu'important et je vais vous dire pourquoi. Parce que à la fois, l'Algérie a une diaspora très importante et je pense que donc on a beaucoup d'enfants issus de l'immigration algérienne qui habitent en France. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure justement de l'instrumentalisation et le rôle des médias. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à stigmatiser et à faire de nombreux amalgames justement sur le traitement médiatique de ces phénomènes terroristes et d'attentats. Et après, effectivement, je pense qu'il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, certains jeunes en arrivent là à prendre de telles décisions? Et donc, du coup, le projet sociétal a aussi son importance. Et si vous voulez, l'idée, c'était de montrer à la France, à la société française, qu'aujourd'hui, les trajectoires sont complètement hétérogènes et que ces enfants issus d'immigration algérienne ne se reconnaissent pas du tout dans la manière dont on en parle dans les médias. Et l'idée, c'est que c'est important parce que du coup, on véhicule des a priori, des représentations, et du coup, ça a des répercussions d'un point de vue politique. Et il est important de préciser que la majorité de ces jeunes-là ne se reconnaissent pas du tout dans la manière dont on essaie de les faire entrer dans une case aujourd'hui en France.
Et je pense que c'est un sujet qui est d'actualité et très important. On va en revenir, Inch'Allah, bientôt sur justement ce sujet. On va rester dans la violence et on va parler de Rachid Nekez, justement, qui a fait l'objet d'une agression quand même choquante. Je pense qu'on a eu une vidéo de Rachid Nekez. On va essayer. السلام عليكم الزول في الاول شكرا على الدعوه رانا مع سي جمال بن شندوف ويعطيكم الصحه vraiment pour votre soutien merci beaucoup pour votre soutien pendant mon agression barbare commise par les 40 voleurs qui sont aussi 40 criminels et vous savez ils n'ont pas le courage de me violenter en Algérie mais ils utilisent le territoire français pour commettre des forfaits inacceptables et barbares. Sachez qu'aujourd'hui j'ai décidé de changer complètement un point important du programme qui était une amnistie fiscale et financière. Avec cette tentative d'assassinat à mon encontre au pied de l'immeuble de Ammar Saïdani qui était acheté avec l'argent du peuple algérien, j'ai décidé de supprimer ce point de mon programme. Je ne pardonnerai plus aux 40 voleurs qui sont aussi les 40 Merci beaucoup, c'est Jamel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Exact. Vous savez, à chaque fois que j'organise une manifestation, je fais toujours un live la veille pour demander aux Algériens de venir participer à la manifestation. Et c'est la raison pour laquelle j'étais à l'intérieur de l'immeuble de Ammar Saïdani au niveau des boîtes aux lettres pour être sûr qu'il habite toujours ici. Moi, je fais toujours un live en montrant la boîte aux lettres. Je l'ai fait avec Bouchouareb, je l'ai fait avec Saïdani, je l'ai fait avec Chakif, je l'ai fait avec tous ces voleurs qui sont les criminels. Et tout d'un coup, il y a le fils de Saïdani qui est arrivé. Moi, je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a dit qu'il était le fils de Saïdani. Il m'a dit, si tu continues à faire les manifestations, je vais te tuer. Alors, j'ai levé mes bras. Et au moment où j'ai levé mes bras, il m'a boxé comme un criminel. Il m'a boxé avec ses poings, avec ses pieds. Et si la police n'était pas intervenue, elle était à 10 mètres, parce qu'il y avait une école à 10 mètres, aujourd'hui je serais mort et je ne pourrais pas vous parler. Ces 40 voleurs, aujourd'hui je le dis publiquement, ce sont 40 criminels et il faut les poursuivre jusqu'au dernier. Eh oui, Badis. Écoutez, moi je condamne fermement et sans complaisance cet acte barbare et cette agression à l'encontre de Rachid Nekaz. Nous pourrons en fait avoir des divergences et des désaccords, mais la notion du respect est primordiale d'une part. D'autre part, j'espère, étant donné que ces événements se sont produits sur le territoire français, que la justice française fera la lumière, toute la lumière sur cette agression et condamnera et appliquera cette condamnation à l'encontre du présumé agresseur. Oui, mais dans des cas comme ça, est-ce qu'on peut parler du régime algérien? Est-ce qu'on peut parler d'un civil? Je pense que justement l'enquête établira les tenants et les aboutissants de cette affaire, de cette agression. Quoi qu'il en soit, moi je m'attarde sur le fond de cette affaire qui est une agression, qui est une atteinte physique à une tierce personne, citoyenne algérienne qui plus est, qui a des droits. Légitimes et auxquels elle doit faire valoir aujourd'hui, plus que jamais, à défaut de ne pas l'avoir sur le territoire algérien, le faire sur le territoire français. Mais après, effectivement, l'issue de cette enquête déterminera, même j'irai au-delà, peut-être par rapport à ces accusations que détient aujourd'hui Rachid Nekaz à l'encontre de cette personne, et notamment les biens mal acquis. Moi, j'aperçois une espèce de perspective avantageuse, positive, notamment vis-à-vis des affaires des biens mal acquis qui ont été jugées en 2016 par la justice française, notamment pour, de mémoire, le président Sassou Nguesso et Omar Bongo, qui ont été condamnés à juste titre, auxquels la justice française a saisi les biens. Merci Badis. Zohir, Nekez, lui, il parle des 40 voleurs toujours, même aujourd'hui. Oui. D'abord, je voudrais de nouveau dire au nom de Gilles Jadid et de tous ses militants combien nous condamnons cette agression et cette violence à l'endroit de Rachid Nekaz et nous lui apportons toute notre solidarité. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit par Badis et j'entrevois un espoir, parce que je me dis que si finalement le fils de Saadani, ou Saadani lui-même, ou d'autres, se sont lésés, diffamés, eh bien, qu'ils portent plainte contre Rachid Nekaz pour diffamation. Et à ce moment-là, nous aurons tous les éléments
qui permettront aux uns et aux autres de pouvoir justifier la façon dont ils ont acquis ces biens, tous ces biens, parce qu'il y en a beaucoup, tous ces biens à l'étranger, puisque à date, nous ne pouvons faire de même en Algérie. Donc qu'on puisse le faire déjà ici. Voilà. Ce que je vois là, c'est cette forme de violence que pensent pouvoir s'autoriser un certain nombre de personnes à l'endroit de ceux qui osent exprimer quelque chose, quand bien même il y aurait diffamation. Rien, absolument rien ne peut justifier qu'on puisse violenter un homme parce qu'il manifeste ou parce qu'il dénonce un certain nombre de méfaits. Merci. Boussad? Tout acte doit être condamné forcément, mais après, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Et effectivement, même s'il y a des faits, on ne peut pas laisser un homme se faire violenter de la sorte, mais je fais confiance en la justice pour qu'elle puisse faire son travail. Merci à vous tous, merci à Boussad, Zohir, Badiz, merci. Et moi aussi, je renouvelle justement ma solidarité à Rachid Denkaz, Inch'Allah, Rabbi Jib Shfa. Vous toutes, vous tous, merci, à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.